grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Le Mali a rendu mercredi un dernier hommage à sa légende Salif Keïta, dit Domingo, premier ballon d'or africain. La cérémonie s'est déroulée à la place du cinquantenaire sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Des témoignages d'anciens coéquipiers, de collaborateurs, de proches ont été légion. Que retenir de celui qu'on a appelé la panthère noire, Salif Keïta? Que retenir de sa carrière de footballeur? Nous en parlons dans le grand dialogue d'aujourd'hui avec deux invités, Souleymane Bobo Tunkara, journaliste sportif et doyen, et Drissa Nyono, également journaliste reporter sportif. Sekou Gadjigo va modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je le disais tantôt, les derniers hommages à Salif Keïta lui ont été rendus mercredi dernier à la place du cinquantenaire, en présence de nombreuses personnalités, dont le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. À la fin de la cérémonie, notre reporter Moussa Mali Sissoko a tendu son micro à quelques anciens collègues, mais également de vieilles connaissances de Salif Keïta qui parlent de lui. Je vous invite à l'écouter. C'était quelqu'un de très humble, modeste. Salif, c'est un puits intarissable. Hein? C'était un monstre sacré. Il était très fort. C'est incontestablement le meilleur joueur malien et africain. Que la jeunesse actuelle prenne exemple sur lui en termes d'abnégation, en termes d'attachement à son pays. Je suis agent de joueur basé en Allemagne. C'est quelque chose de très important pour moi d'être ici pour vraiment payer mes respects et lui rendre hommage une dernière fois. Salif Keïta m'a invité 2 fois en France. C'est là où j'ai connu toute la dimension de cet homme. C'est lui qui a impulsé également le sponsoring dans le football au Mali. C'est lui qui a amené tout ça. Meilleur joueur de moi, meilleur joueur des matchs. C'était une motivation à l'extérieur. De donner son nom bon ou en tout cas quelque chose que nous aussi on va prendre des références. Alors Souleymane Bobo Tunkara, vous qui êtes dans le domaine de journalisme sportif depuis des décennies, qui était Salif Keïta pour vous? Merci bien. Salut à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Bon, Salif, je pense que c'est difficile de parler de lui, de dire tout ce qu'il a fait, je veux dire. On peut faire des livres sur lui, hein, sa carrière sportive, ce qu'il a fait pour le Mali, sur le plan sportif, sur le plan administratif, et puis l'homme en tant que tel. Et si on commençait par sa carrière sportive? Sa carrière sportive, je pense que tous ceux qui ont témoigné tout à l'heure l'ont dit, c'est le meilleur joueur africain de tous les temps. Donc quand on dit meilleur joueur africain de tous les temps, le Mali fait partie de l'Afrique. Ça, il n'y a rien à dire. Et moi, je dirais aussi que Salif fait partie des 15 ou du top 20 mondial. Hein. Quand vous regardez un peu l'histoire du football, je pense qu'il fait partie des 15 ou 20 meilleurs joueurs de l'histoire de cette discipline. Il a été un génie. C'était ça un peu la différence avec les autres. Salif était très très doué. Il avait ça dans le sang. Il était un homme inarrêtable quand il était en forme. Il était vraiment inarrêtable. Et il a causé des misères aux défenses adverses, notamment quand il a été à Saint-Étienne. On a vu les 3 ans qu'il a passé à Saint-Étienne, il n'y avait pas meilleur buteur européen que lui. Et là, il a vraiment enflammé le public. Il a fait étalage de tout son talent, de son génie et puis de sa créativité. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'images. Donc, c'est ce qui fait que souvent, la jeune génération ne peut pas mesurer la dimension ou les qualités que Salif avait quand il était joueur. D'accord. Drissa Nyono, vous, en tant que journaliste reporter sportif, d'abord la question que je vais vous poser, qu'est-ce que vous savez de Salif Keïta? Ce sont des images, des vidéos de lui que vous avez vues, oui, puisque ce n'était pas de votre époque. Exactement, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas vu jouer
Mais de ce qu'on a appris de lui, on a regardé également ses anciennes images et suite à sa disparition, tous ceux qui l'ont connu et qui l'ont vu jouer ont pu également écrire sur lui. Là, on reconnaît qu'il a été vraiment un joueur exceptionnel. Et il a prouvé d'abord ici au Mali avec son club de cœur, l'AS Real de Bamako. Et après avoir été prêté à un moment donné au Stade malien de Bamako, où lors des 2 premières éditions de la Coupe, des vainqueurs de Coupe, où on appelait la Ligue des champions actuelle de la Confédération CAF, où il a amené ces 2 formations maliennes en finale, mais malheureusement, il n'a pas pu remporter. Et maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant même de quitter le Mali, c'est que sa dernière saison avec l'AS Real, il avait déjà fait un parcours exceptionnel et marqué énormément de buts. Par exemple, quand tu regardes sur les 25 buts marqués par l'AS Real de Bamako à l'époque, il est parvenu à marquer 14. Là, cela prouve également sa dimension au niveau de son club de cœur avant même de quitter Bamako. Mais malheureusement, de ce qu'on a appris, il a quitté quand même Bamako dans une atmosphère un peu difficile pour lui. Et c'est que suite à la défaite à Abidjan, après la victoire 3-1 ici à Bamako, bon, il lui a été reproché comme quoi qu'il n'est pas parvenu à marquer et qu'entre guillemets, il avait vendu le match alors que ici à Bamako, il avait marqué, il avait même... Maintenant, c'est toute la défense de l'AS Real et les joueurs qui ont coulé à Abidjan. Ils ont perdu la finale après avoir gagné ici 3-1, perdu la finale à Abidjan 4-1 et ils perdent face au Stade d'Abidjan. Ensuite, suite à c'est un supporter de ce qu'on a appris, un supporter de l'AS Saint-Étienne et vivant à Bamako ici, qui a vu ses talents, il a exprimé maintes fois au club, et un certain Charles Daguerre, qui l'a même aidé à quitter le Mali via la Côte d'Ivoire et le Libéria, où après un vol, il se retrouve à Orly. Et suite à cette lettre qui lui a été envoyée, donc après acceptation également du taximan qui l'a amené également à Saint-Étienne. Et déjà après son premier match, il prouve déjà ses qualités et là, il joue son premier match. Et quand tu regardes également sa saison avec Saint-Étienne, le doyen vient de l'évoquer, il y a une saison où il est parvenu à marquer 42 buts et terminant deuxième meilleur buteur à l'époque derrière le Croate, je crois, bon, c'était le Yougoslave Skoblar. Donc après ça, quand tu regardes un peu sa carrière, et même à Saint-Étienne, il a battu un record, il a établi un record qui, juste à présent, continue à exister, qui est juste à aujourd'hui imbattable. C'est que au moment où il joue avec Saint-Étienne contre Sedan, un match où Saint-Étienne a marqué 8 buts et gagné 8-0, et il est parvenu à marquer 6 buts le seul. Et jusqu'à présent, aucun joueur français ou européen dans le championnat de France n'est parvenu à réaliser cette performance. Mais malheureusement, il quitte également Saint-Étienne en désaccord avec son président. Il part à Marseille où son premier match également il affronte Saint-Étienne et là également il marque avec un doigt d'honneur contre son président. Donc pour vous dire, ça a été quand même un joueur exceptionnel. Il a eu également un parcours également bon, entre guillemets on peut le dire, même si c'est vrai il n'a pas remporté de trophée avec l'équipe nationale au Mali, mais partout il est passé quand même, il a pu laisser ses empreintes. Alors Salif Keita, un joueur exceptionnel, un joueur en tout cas qui avait une personnalité aussi, comme le disent certains journalistes sportifs. Mais si on parlait du Ballon d'Or, c'est le premier Ballon d'Or africain. Ce Ballon d'Or, est-ce qu'il a eu avant son expatriation, avant son départ à l'étranger, ou bien c'est après avoir eu ce contrat à Saint-Étienne qu'il a eu ce Ballon d'Or? Est-ce que ses prestations avec le club ont beaucoup pesé dans ce
prix-là? Ou bien c'est avec l'équipe nationale? Oui, non, absolument. C'est avec Saint-Etienne, parce qu'il est parti à Saint-Etienne en 68, si ma mémoire est bonne. Et 69, 70, il a eu le premier ballon d'or. Donc c'était avec Saint-Etienne. Et je pense même que ce ballon d'or a été créé pour Salif. A été créé pour Salif parce qu'à l'époque, il y avait un autre ballon d'or qu'on ne pouvait pas donner aux étrangers. Donc il a émerveillé, je pense qu'un journaliste de France Foot a même eu le courage de le dire. Il a dévoilé le secret, il a dit qu'à plusieurs reprises, il voulait donner le ballon d'or français à Salif, mais que malheureusement Salif ne pouvait pas l'avoir tout simplement à cause de la nationalité. Parce qu'à l'époque, on donnait le ballon d'or qu'aux joueurs d'origine française, qui avait la nationalité française. Donc je pense que quelque part, quand on regarde un peu l'histoire du Ballon d'Or, il fallait trouver quelque chose pour lui, parce qu'il a émerveillé les gens. Et, il a disputé les 2 premières finales de la Coupe d'Afrique des clubs champions avec 2 équipes différentes, le Stade et le Real. Et ensuite, il a joué la finale des Jeux africains de Brazza en 65. Donc, tellement qu'il a illuminé ses finales, ses matchs avec son talent, avec ses buts. Le Cadet vient de le dire, lors de la Coupe d'Afrique de 66 avec le Real. Le Real a marqué 25 buts et sur les 25 buts, Salif en a mis 14. Donc jusqu'à présent, je pense que personne n'a fait mieux que lui. Donc le Ballon d'Or a été créé pour lui, en fait. Il fallait trouver quelque chose pour récompenser les talents venus d'ailleurs. Donc c'est pour cette raison qu'on lui a donné ce premier ballon d'or. Et après, on a vu qu'il y avait d'autres joueurs africains aussi, notamment Abdoul Razak, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a eu le 2e ballon d'or. Et ensuite le Guinéen Chérif Souleymane qui a eu le 3e ballon d'or. Donc voilà autant de grands joueurs qui étaient en Afrique ici. Malheureusement, à l'époque, le football africain n'était pas très organisé. Et le ballon d'or est venu de la France. Et je pense que ce n'était que justice qu'on donne ça à Salif parce qu'à l'époque, il était incontestablement le meilleur joueur africain. Il a été l'ambassadeur et il s'est imposé à Saint-Etienne. Salif, c'est quelqu'un, moi je dirais que c'était un insoumis et un incompris. C'est-à-dire un insoumis quand il est parti à Saint-Etienne. Le jeune frère l'a dit, il est parti dans des conditions un peu rocambolesques. Mais quand il est parti à Saint-Etienne, il a tout de suite bouleversé les choses. Il n'était pas d'accord souvent avec le staff technique, avec le président. Et finalement, il a quitté là-bas aussi à cause justement de ses relations qui sont très très tendues avec le club. Mais lui, sur le terrain, quand même, il faisait l'unanimité. Donc quand vous faites l'unanimité sur le terrain, il y a beaucoup de choses qu'on peut pardonner. Il me rappelle un peu un joueur comme Eric Cantona ou encore des joueurs rebelles comme Rooney qui avaient ce tempérament impulsif. L'incompris, c'est, voilà, là aussi, il a dit, le Cadet, il a dit, on ne l'a pas beaucoup compris. Beaucoup de gens ne l'ont pas compris au Mali. Ils estiment que les 4 finales qu'il a disputées, il aurait dû en gagner au moins une. Bon, ça, le foot, ce n'est pas une science exacte. Ce qui est sûr, Salif a donné ce qu'il pouvait donner. On peut lui faire beaucoup de reproches, mais ceux qui l'ont approché, ceux qui ont travaillé directement avec lui, quand il était d'abord joueur et quand il était président de la fédération et quand il était ministre, si vous interrogez ces personnes-là, ils vont vous dire, en tout cas toutes les personnes que moi j'ai interrogées m'ont dit que les gens, la vraie personnalité de Salif, que les gens ne le connaissent pas. Qu'il faut vraiment travailler avec lui pour savoir que derrière sa timidité et derrière même le fait qu'il est toujours en retrait vis-à-vis des gens, que se cache un homme vraiment très très généreux, un homme un homme disponible, qui sait servir. Bon, là, malheureusement, beaucoup de gens ne l'ont pas approché à ce point. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne l'a pas beaucoup compris. Alors, vous l'avez dit, Salif, c'était un incompris pour beaucoup de gens, mais on l'a vu aussi après sa carrière de footballeur. Quand il est revenu au Mali, il a initié, il est l'un des précurseurs, sinon le précurseur des écoles de football au Mali, le centre Salif Keïta, qui a formé beaucoup de joueurs qui sont devenus de joueurs de grande renommée ici au Mali, comme Seydou Keïta, Mamadou Djeradjila et Mamadou Dissa, j'en passe. Mais est-ce que Salif a
a eu cette reconnaissance du pays? Est-ce que tout ce qu'il a fait pour le pays, d'abord, c'est quelqu'un qui pouvait opter pour la France, il pouvait avoir la nationalité française, jouer pour l'équipe de France, il a refusé, il a toujours joué avec le Mali. Malgré tout, il a reçu des critiques, on le taxe souvent d'avoir vendu des matchs. Malgré tout, il est revenu dans son pays et initié des choses. Et est-ce que vraiment les Maliens ont été reconnaissants vis-à-vis de lui? Bon, moi je dirais tout de suite, quand on regarde un peu la dimension de l'homme, son parcours sportif, je dirais non. Mais je pense que Salif avait un problème de communication. Salif avait un problème de communication avec les gens. Quand vous regardez un peu, même après la fin de sa carrière, il a monté le projet du CSK, mais après le CSK, il a essayé de monter un autre projet qui n'a pas marché. Un autre centre avec le français Philippe Ezri. Et je pense que c'est Gérard Dreyfus, un autre français, un journaliste sportif français bien connu en Afrique, qui l'avait mis en contact avec Philippe Ezri. Donc il voulait créer ce centre aussi. Il l'a même créé. Mais à l'arrivée, au finish, au moment même où il devait finaliser le contrat, il y a eu un problème. Il y a eu un problème et finalement, le centre, Philippe Ezri s'est tourné vers le Burkina Faso. Il est allé créer le centre. Donc, je pense qu'il avait ce problème de communication avec les gens qui a beaucoup joué sur son image. Sinon, moi, personnellement, je pense que Salif, c'était quelqu'un de très honnête. Salif, c'était quelqu'un qui donnait tout ce qu'il avait quand il se retrouvait sur une pelouse. Bon, malheureusement, il a disputé 4 finales, il n'a pas remporté de trophée. Et souvent, les gens le taxent de tout. Mais le Yaoundé 72, par exemple, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais je pense qu'il l'a dit une fois dans une interview, et beaucoup de ses anciens coéquipiers ont confirmé. Yaoundé 72, dans le plan de l'entraîneur allemand, Karl Weigang, je ne sais pas si je prononce bien, il ne devait pas commencer le match. Là, quand même, je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Karl l'avait prévu en deuxième période. Bon, malheureusement, à l'époque, il y avait un grand officier supérieur au Mali qui est dirigeant n'était pas d'accord. Non seulement ils ont contré l'entraîneur à l'aligner alors que Salif n'était pas à 100% de ses moyens, mais surtout depuis 13 heures, quand les joueurs étaient aussitôt après leur repas, quand ils étaient couchés pour se reposer, des supporters maliens ont envahi leur hôtel. Pour les réveiller, leur dire que bon, voilà, venez, on va prendre notre coup. Donc, il y a eu tellement de pagaille autour de l'équipe que beaucoup de joueurs sont déconcentrés. Et à l'arrivée, finalement, on s'est fait battre par une équipe que le Mali pouvait battre facilement. Parce qu'après avoir éliminé l'ex-Zaïre, l'actuel RD Congo, le Mali était vraiment bien placé pour gagner ce trophée. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la carrière de Salif que les gens n'ont pas comprises. Mais je pense qu'il a fait vraiment... il a donné le meilleur de lui-même pour le Mali. Oui. Ça, c'est ma conviction. Oui. Je peux me tromper. Hein. Salif Keita avec la sélection nationale, c'est quelques chiffres clés. 13 sélections, 11 buts. Est-ce que ça ne vous paraît pas un peu, en tout cas, en deçà de ce qu'il pouvait faire? Pas du tout. Mais quand tu regardes un peu, c'est qu'il n'a pas disputé beaucoup de matchs. C'est vrai, il a débuté jeune, mais il n'a pas débuté beaucoup de matchs. Et quand tu regardes un peu, après 112, le Mali a eu un passage à vide où il ne participait pas aux compétitions internationales, notamment la CAN. Donc, concernant les œuvres dont vous parlez, qu'il a pu également réaliser pour le pays, dont il n'a pas été reconnu à sa valeur, il faut ajouter, moi, j'ai l'habitude de dire qu'en lisant beaucoup et en faisant une analyse globale de ce qu'il a pu également poser comme acte, je peux également me tromper, mais je me dis que la grande partie des résultats qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à lui. Quand tu regardes un peu, d'abord, le précurseur du centre de formation avec le CSK, il parvient d'abord à mettre sur l'échiquier national des jeunes qui vont quand même faire qualifier le pays beaucoup d'années supplémentaires, alors qu'en 72, il faut revenir jusqu'aux années 94 pour retrouver le Mali en compétition. Donc, on a eu, et l'un de ces objectifs, c'était
que le Mali puisse se qualifier et continuer à être sur le chiquier continental. Et avec ces jeunes-là, on le voit. Aujourd'hui, l'équipe nationale qu'on voit aujourd'hui et qu'on n'en parle pas beaucoup, si ce n'était pas lui, il y a beaucoup de joueurs dont le Mali se glorifie avec aujourd'hui. Si ce n'était pas lui, il n'allait pas être là. Je le dis parce que dans les années 2000 également, c'est lui avec Jean-Marie Giroud. C'est juste à son insistance également que le projet a pu se réaliser. Et aujourd'hui, on voit l'utilité. Quand tu regardes l'ossature de notre équipe nationale aujourd'hui, les Ibissouma, les Amari, les Cheikh Doucouré, les Mohamed Kamara, sont tous issus de ce centre de formation. Et c'était lui qui s'est battu pour que ce centre de formation puisse exister au Mali aujourd'hui. Au-delà de ça, tu regardes également notre football. C'est lors de sa venue également qu'il a pu, avec sa vision, puis un peu organiser, d'après ce qu'on a lu. Parce que d'abord, tu regardes le sponsor qui finance aujourd'hui et le sponsor valable même qui finance avec beaucoup d'argent notre football aujourd'hui, c'est grâce à lui que ce partenariat a été obtenu. Et jusqu'à présent, personne n'est parvenu à avoir un autre partenaire de cette dimension pour financer notre football. Les terrains de football de nos clubs, il s'est battu également pour qu'ils puissent les avoir, pour mieux les structurer. Mais malheureusement, comme le doyen l'a dit, il n'était pas compris. Et les gens l'ont combattu entre guillemets. Il est parti avec, il faut le reconnaître, avec beaucoup d'amertume. Mais concernant la reconnaissance de la nation, malheureusement, ça n'a pas été le cas, vu tout ce qu'il a pu apporter en tant qu'ancien ministre, en tant que président de la fédération, et même avec l'équipe nationale. Mais malheureusement, bon, comme la bonne nouvelle, elle est tombée l'autre jour pour dire que l'État va initier une autre journée donc pour essayer de l'immortaliser. Là, peut-être, je pense que c'était mieux s'il était là avant qu'il n'aille. Maintenant, je pense que si l'État parvient à l'immortaliser, je pense que là également, c'est entre guillemets, une correction que l'État aurait dû faire avant le départ de Salif. D'accord. Suleiman Bobo Tungara, pour terminer avec ce chapitre concernant cette légende malienne Salif Keïta, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui peut être fait pour immortaliser, comme on l'a dit, on l'a annoncé, qu'est-ce que l'État peut faire pour immortaliser un tel grand homme? À mon avis, la première des choses, c'est de baptiser un stade du nom de Salif, un grand stade du pays. C'est ce qu'il faut d'abord faire, à mon avis. Il y a ça, il y a aussi la possibilité de faire une place, Cannes ou une place Salif Keïta ou un boulevard, une rue, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais le meilleur, à mon avis, ce serait de baptiser un stade de son nom, le stade Salif Keïta. Je pense que ce sera, à mon avis, la meilleure récompense pour tout ce qu'il a fait pour ce football. Parce que, comme le cadet l'a dit, il a amené beaucoup de choses, beaucoup de changements dans le football après sa carrière, notamment le sponsoring, l'administration au sens propre du mot. Parce que la fédération était dirigée de façon archaïque avant son arrivée. C'est lui qui a amené toutes ces idées, c'est lui qui a amené le sponsoring, c'est lui qui a amené l'idée de créer un centre. D'ailleurs, au départ, il ne s'est pas compris avec les gens du Real. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a créé le centre. Parce que quand il est venu, il a dit que pour avancer, pour développer le football, il faut faire la formation à la base. Malheureusement, les gens étaient hantés par les problèmes de résultats. Ils ont dit que non, on n'a pas ce temps d'essayer de bâtir des jeunes, d'essayer de bâtir des équipes pendant 4-5 ans. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il est allé finalement créer le CSKA. Et comme le cadet l'a dit, tout le monde a vu le résultat. La création du CSKA a révolutionné le football malien. Tout le monde rêvait d'être au CSKA. Tant ils savaient jouer au ballon. Et en équipe nationale, on a vu aussi ce que le CSKA a apporté. Et donc, Salif, franchement, je pense que l'État a été bien inspiré de dire qu'elle va organiser une cérémonie, une vraie cérémonie digne de ce nom. Et certainement, peut-être qu'après, disons, peut-être que lors de cette cérémonie, on va prendre une décision pour l'immortaliser une bonne fois pour toutes. Alors, je le disais tantôt, le Mali affronte aujourd'hui le Soudan du Sud pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles déjà qualifiés depuis l'avant-dernière journée veulent garder la première place du groupe. Alors, Suleiman Bobo Tunkara, je reste avec vous.
Faut-il s'attendre à un bon match aujourd'hui, puisque apparemment il n'y a pas d'enjeu? Oui, il n'y a pas d'enjeu, mais je pense que les Aigles seraient bien inspirés de faire un bon match aujourd'hui, de terminer sur une très bonne note comme ils ont débuté la campagne. Et puis ça intervient quand même après une longue interruption. Donc on attend beaucoup d'eux aujourd'hui. C'est vrai que l'adversaire n'est pas celui qu'on aurait souhaité pour faire un vrai test, parce que le Soudan du Sud, quand même, c'est une petite nation de foot entre griffes. Hein. Si je ne me trompe même pas, c'est la Benjamin des nations africaines, donc un pays qui a été créé il n'y a pas longtemps, et voilà, en 2011 tout près. Déjà, mais nous, quand même, on les a rencontrés 5 fois. Je pense que le Mali fait partie quand même des pays qui ont joué contre eux le plus de matchs, le plus grand nombre de matchs. Hein. Ça va être la 6e rencontre, je crois, entre les deux pays. Et déjà, on en a gagné les 5 premières rencontres, aussi bien en l'aller qu'au retour. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe va peut-être faire une revue d'effectifs. En attendant, parce qu'il y a un gros match derrière, c'est vrai que c'est un match amical, mais je pense, à mon avis, ce match contre le Soudan du Sud va servir de préparation au match amical contre la Côte d'Ivoire. C'est ça qui va être un vrai test. Le fait qu'il soit sans enjeu ne pourrait pas produire l'effet contraire, dire que voilà, les Aigles ne vont pas se donner à fond et que peut-être un match nul suffit, et qui pourrait avoir des conséquences aussi sur la suite du parcours. Non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'ils seront même plus motivés parce que maintenant, vous savez, la concurrence elle est très très rude au sein de l'équipe nationale. Donc, tous les matchs sont importants. Surtout que c'est un match de CAN, ce n'est même pas un match amical. Donc, les joueurs auxquels l'entraîneur va faire confiance, ils vont tout faire. On sait qu'il y a déjà une ossature autour de laquelle tourne l'équipe, hein. Mais il y a encore des places à prendre. Il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à être titulaires. Et je pense que le match d'aujourd'hui fait partie des occasions dont il faut saisir. Qu'il faut saisir. C'est extrêmement important pour eux. Ceux qui n'ont pas beaucoup de sélection, ceux qui ne sont pas des cadres, notamment les jeunes, ces genres de matchs sont faits pour eux. Il faut qu'ils se montrent, il faut qu'ils essaient de prendre des places de titulaires. Donc, à mon avis, ils vont prendre ce match-là très au sérieux, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Drissa Nyono, comment vous voyez ce match? Est-ce que ça sera un bon match? Bon, à mon avis, on s'attend quand même. En termes de qualité. Non, il y a une très grande différence. Maintenant, je pense que comme le doyen l'a dit et le coach l'a dit en conférence de presse, ce match, il va le jouer avec des joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu en équipe nationale. Mais la base quand même sera là, et pour permettre à eux aussi de montrer et prouver ce qu'ils valent. Maintenant, Et ensuite, quand tu regardes le match, il s'est préparé quand même dans un contexte assez particulier. Donc il faut le dire, parce que d'abord les joueurs sont arrivés en compte-gouttes, et après le lundi il n'y a pas eu entraînement. Le mardi, c'était C'était pas ça auparavant, les joueurs venaient tous ensemble? Voilà, les joueurs, en tout cas, la majeure partie venaient ensemble, et en groupe, et le lundi, forcément, ils débutaient les premières séances d'entraînement pour faire le décrassage. Ensuite, ils montent un peu en intensité pour arriver à jouer le match. Par exemple, quand tu prends l'exemple sur le match face au Congo qu'on a joué récemment, ils ont eu à peu près une semaine de préparation intense. Mais tu regardes, il y a 7 qui sont arrivés lundi, qui étaient à l'hôtel. Ensuite, ils étaient 19 le jour de la première séance d'entraînement, le décrassage. Et après, il y avait deux qui manquaient le deuxième jour. Mais avec tout ça, ils ont débuté l'entraînement avec la pluie, également avec le vent. Ils n'ont pas pu terminer la séance d'entraînement. Et hier également, il y a eu une petite interruption avant la fin, et ils ont été forcés pour entrer. Donc voilà un peu. Maintenant, ce qui est quand même sûr, c'est qu'ils ont fait une bonne séance d'entraînement hier, plus d'une heure, pour tenter des choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut s'attendre quand même à avoir un effectif assez remanié, avec des joueurs qui n'avaient pas assez joué par le passé, mais dont le coach va faire confiance
pour essayer de montrer également les qualités. C'est face au Soudan du Sud. Le doyen l'a dit, le premier but même qu'on encaisse face à cette sélection, c'était le 9 juin dernier. Et aujourd'hui, leur coach a dit en conférence de presse également qu'ils sont venus avec des jeunes pour aller sur une nouvelle base. Bon, je ne pense pas que ces jeunes-là, quand même, ont le même talent que les joueurs maliens. Donc, il faut s'attendre également à un bon match aujourd'hui, où des jeunes vont essayer d'exprimer également leur talent. Et on peut s'attendre à un festival peut-être de buts. Est-ce que vous voyez une évolution dans cette équipe depuis la dernière CAN, puisque pratiquement c'est la même ossature? Est-ce que vous voyez que l'équipe a évolué? Ouais, en termes de caractère, il faut reconnaître que l'équipe a évolué, parce qu'avant, quand on jouait face à des équipes recroquevillées derrière, c'était difficile de trouver la faille. C'est vrai, même si il y a eu une contre-performance face à la Gambie au Maroc. Mais quand tu regardes un peu, moi je pense qu'en termes de caractère, ils ont évolué. Le match face au Soudan du Sud, avant la mi-temps, tu prends un carton rouge, tu es mené, tu reviens et tu égalises, tu prends l'avantage à 10 contre 11. Et en plus de ça, par rapport à leur statut à l'époque et aujourd'hui, on a des joueurs qui ont également pris de la dimension. Par exemple, un Yves Bissouma, un Cheikh Doucouré, un Mohamed Kamara, ils ont tous évolué et progressé. Maintenant, le défaut, c'est qu'aujourd'hui, il manque vraiment un véritable attaquant en notre formation, un guide entre guillemets, et qui sera là où on peut dire à chaque moment où la situation est bloquée, il peut faire la différence et bloquer. Maintenant, l'espoir était beaucoup mis sur le jeune El Bilal, mais ces derniers temps, on voit qu'il est beaucoup blessé, et cette fois-ci, il sera absent. Et lui, il n'est pas là en attaque. Ibrahima Koné, il a eu des difficultés à Lorient, il est parti en Almeria, il n'est pas titulaire également là-bas. Khalifa n'avait pas de club, il vient d'avoir un nouveau club. C'était pareil pour Fousseni. Et voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Tu vois seulement peut-être le jeune Néné d'Orgelès. Et lui, aujourd'hui, le coach le fait évoluer en seconde période généralement pour essayer de faire la différence. Donc, il y a ce problème-là. Et aussi au niveau de la défense, tu n'as pas de défenseurs qui évoluent à un niveau ou avec des top clubs où tu peux dire que, bon, en tout cas, au Mali, tu peux avoir confiance à tel défenseur. À part l'exception, c'est Kiki. Aujourd'hui, le coach, suite à des discussions, il est parvenu à avoir également un autre défenseur qui a de la personnalité. Ça, c'est Sikou Niakate. Mais lui, il n'avait pas encore évolué avec le Mali. Maintenant, on va le voir peut-être aujourd'hui. Et ce qui va, peut-être aujourd'hui, s'il est titulaire, on va voir peut-être s'il a quelque chose également à apporter à l'équipe. Donc, au-delà de ça, en tout cas, je pense que l'équipe a un peu évolué. Mais voilà, donc je reste encore sur ma faim sur beaucoup d'aspects dans leur jeu. D'accord. Souleymane Bobo Toungara, lors de la dernière CAN, en tout cas, on disait beaucoup de bien de cette équipe. On dit que c'est une jeune équipe qui a de l'avenir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que cette équipe a un peu mûri de la dernière CAN aujourd'hui? Moi, je dirais tout de suite que c'est indéniable qu'Eric Sékou Sall a amené un nouvel état d'esprit. Ça, je pense qu'il n'y a pas de discussion autour de ça, contrairement à son prédécesseur, qui, à mon avis, a été un peu usé par le temps. Ce n'est pas pour le critiquer. Hein. Donc, il a Eric Sékou Sall, pour avoir joué en équipe nationale, pour avoir évolué au haut niveau, il a amené un nouvel état d'esprit au sein du groupe. Mais le problème, je pense que le cadet l'a souligné, c'est au niveau de l'effectif. Je pense avoir dit ici autour de ce même plateau que le problème du Mali se situe d'abord sur le terrain. Ce jour-là, les autres collègues qui étaient avec moi n'étaient pas d'accord. Ils ont estimé que l'État ne s'engageait pas suffisamment, ne donnait pas suffisamment les moyens à l'équipe pour aller loin. J'ai dit non, ce n'est pas ça. L'État vient en complément à une équipe. Quand vous regardez la dernière Coupe du Monde, si c'était un problème, si l'argent pouvait permettre à un pays de remporter la Coupe du Monde, qui allait gagner cette Coupe du Monde? C'est le Qatar. Ou peut-être l'Arabie Saoudite. En tout cas, c'était les deux pays les mieux placés. Ils ont mis tous les moyens. Donc, les moyens que l'État met dans une équipe nationale, pas seulement au niveau du football, ce que l'État met dans le sport, doit venir en complément à un travail qui est déjà fait. Donc,
J'ai dit que le problème du Mali, c'est d'abord sur le terrain. Et le cadet l'a dit, parce qu'il y a dans différents secteurs, il y a encore des problèmes. On n'a pas un attaquant digne de ce nom, un attaquant qui est capable de marquer un but au moins tous les 2 matchs. Ça, il n'y en a pas. Éric Sékouchel n'a pas pu trouver la solution. Il n'a pas trouvé pour le moment. Il n'a pas trouvé pour le moment. On n'a pas un leader technique dans cette équipe. Quelqu'un qui peut porter l'équipe, qui est un guide, comme le cadet l'a dit. On n'en a pas. Quand vous regardez aujourd'hui les grandes équipes, que ce soit en Afrique ou ailleurs, il y a toujours un leader technique autour duquel, qui fait l'unanimité, d'abord au sein du staff, mais aussi même au sein de ses coéquipiers. Et il y a toujours 1 ou 2 attaquants sur lesquels on peut compter à chaque match pour marquer ou au moins se faire marquer. Et malheureusement, nous, on n'a pas encore ces oiseaux rares. C'est extrêmement important. Donc, il reste encore du travail à faire. L'équipe, elle est très, très séduisante depuis 2 à 3 CAN. Elle pratique un beau football, mais un football qui n'est pas efficace, un football qui a ses limites, un football qui n'arrive pas à performer régulièrement. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que l'équipe soit régulière dans les performances. Mais livrer un bon match aujourd'hui, demain livrer un mauvais match ou bien un match à mi-temps, à géométrie variable, la première période elle est bonne, la deuxième elle est mauvaise. Au haut niveau, ça ne peut pas payer. Donc il y a encore du travail à faire. Mais moi, je pense que d'ici la phase finale de la CAN, cette équipe va encore grandir. Alors, cette équipe va grandir, mais en quoi faisant? Qu'est-ce qu'on doit faire dès maintenant pour que cette équipe puisse franchir ce palier qu'on attend depuis un moment? Le premier problème, ce sont les joueurs eux-mêmes. Il faut que les joueurs prennent conscience de leur talent. Il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes et il faut qu'ils acceptent de travailler. C'est important. Ils sont dans des clubs où le travail ne s'arrête pas. Le haut niveau, c'est ça. Et quand vous regardez le championnat anglais, le championnat français et même le championnat allemand, les joueurs avec lesquels ils jouent, ils travaillent. Il faut que nos jeunes-là acceptent de travailler. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas ce complexe de dire que bon, voilà, je suis à Liverpool, ça y est, c'est fini. Une fois qu'on est à Liverpool, on est arrivé. Non. Quand on arrive à Liverpool, quand vous êtes sur les tablettes de Liverpool, ou bien quand un club comme le Real Madrid vous convoitise, ça veut dire que vous devez redoubler d'efforts. Parce que déjà, vous allez dans une équipe où il y a que des gens qui sont au-dessus de vous, ou bien en tout cas qui sont au même niveau que vous. Maintenant, si vous ne travaillez pas, forcément, vous allez échouer. Donc, je pense qu'il faut que nos joueurs vraiment acceptent de faire des sacrifices et qu'ils essaient de ne pas avoir complexe d'infériorité quand ils sont en face des grandes équipes. Et surtout qu'ils se disent que quand on est appelé à une équipe nationale, on doit vraiment en être fier et donner le meilleur de soi-même. Mais je pense qu'à ce niveau aussi, il y a un problème, un travail mental qu'il faut faire. Alors, Drissa Nyono, vous l'avez dit tantôt, ce match, même si c'est un match officiel éliminatoire de la CAN, mais on peut le considérer comme un match de préparation pour la phase finale. Mais il y a un autre match de préparation, un match amical le 12 prochain en Côte d'Ivoire. Ce sera contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que c'était judicieux, c'était pertinent de choisir la Côte d'Ivoire dès maintenant en match amical? Oui. Je pense pour préparer pour se préparer, il faut se préparer contre des équipes qui sont capables également de remporter les trophées ou qui sont à un certain niveau plus que certains adversaires. Mais non, pour se frotter à sa bête noire, si entre guillemets la Côte d'Ivoire qui est considérée comme exactement. Non, je pense que c'est une bonne chose. C'est aller prendre également la température et jauger son niveau avant le jour J. Par exemple, aujourd'hui, nous on s'est dit, comme le doyen l'a évoqué, parce que pour faire progresser l'équipe également, moi je pense qu'il y a un autre facteur qui est exogène, qu'il faut également beaucoup améliorer, ça c'est l'environnement au sein de l'équipe ou même autour de l'équipe. C'est que à chaque rassemblement, on évoque également des primes, des salaires de l'entraîneur. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre des avances sur ça et
trouver des solutions avant le rassemblement pour qu'on évite ça. Parce que ça aussi, ça pollue un peu l'atmosphère. Maintenant, au-delà de ça, je pense que ce match, ainsi bien que le match du 12, sont également faits pour tester le niveau de l'équipe. Parce qu'au-delà de ça, en octobre également, il va y avoir 2 contre le Sénégal et contre l'Arabie Saoudite. Là, d'abord, c'est quoi? Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire étant pays organisateur et le Sénégal étant tenant du titre, vont quand même aller à cette CAN-là avec des ambitions. Là, déjà, et si tu te prépares à affronter ces différentes nations-là, ça te permet également de te mettre à leur niveau. Aujourd'hui, ils ont peut-être également des individualités que nous, on n'a pas. Et si on parvient à mesurer également la force de notre équipe face à eux, on comprendra également là où on est faible et là où on peut également, on a évolué. Donc ça permettrait également de tirer des enseignements pour faire progresser l'équipe. Mais est-ce que cette équipe malienne, en tout cas, dont on dit beaucoup de bien, est-ce qu'il faut compter avec elle à la prochaine CAN? Bon, moi je pense que comme le doyen l'a dit, il faut que les joueurs également soient conscients et qu'ils acceptent de travailler. L'équipe aujourd'hui, il y a beaucoup d'aspects à travailler là-dessus pour qu'elle puisse avoir un certain niveau. Par exemple, aujourd'hui, au sein de l'équipe, tu n'as qu'un seul latéral disponible pour ces 2 matchs-là. Un seul latéral gauche disponible pour ces 2 matchs. Les deux appelés ont connu des difficultés en début de saison. Massadio s'est blessé et aujourd'hui, le coach est forcé de faire jouer soit le capitaine Amari ou soit également Falaï Sako, qui sont des droitiers, au poste de latéral gauche, au cas où Dante serait disponible. Parce que Dante également, il a connu un début de championnat difficile et il a été aménagé lors de ces derniers entraînements. Il a été aménagé où, quelquefois, lors des entraînements intensifs, surtout le premier, et il a été aménagé un peu. Donc là, déjà, tu te trouves avec Dante seul. Et au cas où il ne parvient pas à enchaîner, là, tu es forcé également de trouver une alternative. Donc, à ce niveau, il faut également aller chercher d'autres. Au-delà de ça, au niveau de la défense, on a dit, à part Kiki qui joue en Ligue 1, bon, Falaï, il est polyvalent, mais tu n'as pas d'autres. Par exemple, Mamadou Traoré qui a été appelé, c'est vrai, lui aussi, il a fait une bonne saison l'année dernière, mais aujourd'hui, il n'a pas cette expérience d'abord. Mais vu qu'il est régulièrement appelé aujourd'hui avec l'équipe, mais il n'a pas encore eu ce temps de jeu pour vraiment évoluer avec cette équipe. Mamadou Fofana Nozo, il joue avec Amiens. Et lors de son dernier match, lui aussi, il est sorti. Lors des premiers entraînements, il a été aménagé lui aussi. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, on a beaucoup de choses à parfaire au sein même de l'effectif avant l'échéance, avant d'arriver à Abidjan. C'est pourquoi je pense que ces deux matchs-là, que ce soit celui d'aujourd'hui et du 12, vont permettre également de jauger le niveau de l'équipe et voir où également on peut aller également dénicher des oiseaux rares pour venir renforcer l'équipe, pour qu'on puisse aller chercher le trophée. D'accord. On termine avec vous, Souleymane Bobo Toungara. Est-ce qu'il faut compter avec cette équipe malienne à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la prochaine CAN, je veux dire? Ouais, c'est un peu tôt de le dire, mais je pense que quand on regarde un peu le parcours de l'équipe, certainement le Mali sera parmi les équipes attendues. Maintenant, de là, on pourra faire mieux que... Voilà, de là à dire maintenant qu'on peut remporter le trophée, il y a un pas que moi je ne franchirai pas. Mais je pense qu'on peut faire mieux que lors de la dernière CAN. On a certainement dû tirer des enseignements de cet échec. Et puis il y a surtout un nouvel encadrement technique. Donc peut-être que ça va nous permettre d'aller plus loin qu'on l'a été lors de la dernière CAN. Alors on va croiser les doigts. On espère que le Mali fera mieux que lors des 2 dernières CAN où il s'était arrêté en 8e de finale. Merci à vous, Souleymane Bobo Toungara, journaliste sportif, et Idrissa Nyono également, journaliste sportif. On parlait aujourd'hui de sport, de la disparition de Salif Keita Domingo et également des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, dont la dernière journée se dispute aujourd'hui. Le Mali affronte le Soudan du Sud. Ce débat a été réalisé par
Imirana Kiloumaïga. À la régie technique, il y avait Adjaratou Traoré et Sanogo et Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous et à demain pour un autre numéro.